gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Wabuna, la synergie nationale des jeunes cadres et l'appel des neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques. Du 1er au 25 juillet, le Forum des innovations de la jeunesse. Le 26 juillet, le Gala de la jeunesse entreprenante. Le 2 août, le Big Match national. Le 3 au 30 août. Du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Une émission d'analyse, de commentaires, de décryptage de l'actualité, mais aussi des plateformes ou encore une plateforme de publicité et de communication pour faire connaître et faire valoir vos biens et vos services. C'est bien évidemment Focus Group Média et votre émission Focus On Air. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce 2e numéro de la semaine. Merci de votre fidélité renouvelée et votre engagement et votre soutien indéfectible. Comme vous le saviez, notre émission Focus On Air se constitue en 3 parties. La première partie, c'est le Focus Actu où nous décryptons, commentons et analysons l'actualité. Et les sujets retenus sont aujourd'hui le déguerpissement et démolition. Et nous mettons un point d'honneur sur l'importance pour l'État gabonais de se doter d'une ville urbanisée, durable et moderne. Puis nous parlerons du tronçon routier Alembe-Mikuyi, un projet essentiel pour le développement de notre pays, le Gabon. Et pour le décryptage de cette actualité, nous recevons sur ce plateau le chef de la rédaction de Focus Group Média, Monsieur Ayrton Senna Omongu. Monsieur, bonjour. Bonjour Teddy. Bienvenue. Oh, merci, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Très belle chemise et très élégante. Merci, ça fait partie du patrimoine vestimentaire. Ça fait partie du patrimoine vestimentaire et donc nous ouvrons ce dossier de décryptage et de commentaires de l'analyse avec le sujet qui bat son plein. Libreville aujourd'hui est connu pour les casses répétitifs et donc comme disait une de nos chroniqueuses que nous ne dormons plus sur nos lauriers, nous sommes maintenant un peu dans la stupeur parce qu'on ne sait pas où la prochaine casse s'effectuera. Et donc nous aborderons cette question précisément sur l'angle de l'importance de l'État gabonais de se doter d'une ville urbanisée, moderne et durable, parce qu'il faut bien justifier ces casses à répétition. Alors monsieur Ayrton Omongu, quelle est donc l'importance du Gabon de se doter d'une ville moderne et durable ? Alors, déjà, il faut comprendre que, contrairement à ce que les gens, sinon l'opinion publique ou les internautes pensent, ce que c'est déguerpissement et démolition ne concerne pas que le Grand Libreville. Très bien. Déjà, Lambaréné est concerné, Port-Gentil est concerné, Mouila, France-Vie, ainsi de suite. Donc, c'est une opération qui prend en compte toutes les provinces du Gabon. Très bien. L'objectif principal et de doter le Gabon de villes modernes, attractives, durables. Pourquoi ? Parce que cela en va d'un impératif social déjà. C'est déjà un impératif social parce qu'il faut maîtriser les constructions. D'accord ? Il nous faut des villes modernes, des quartiers modernes, parce que justement, il y a le souci d'être attractif. D'accord. Il y a ce souci d'être attractif là. Il y a le souci aussi de régler le problème d'insalubrité dans nos villes, parce que une ville anarchique,
on ne peut pas être... Elle n'est pas attrayante. Elle n'est pas attrayante, elle est insalubre. D'accord. Donc, il y a aussi ce souci de propriété là, tu vois. Il faut aussi améliorer le cadre de vie. Très bien. L'amélioration du cadre de vie passe inéluctablement par une ville attrayante, des constructions au paysage magnifique, exceptionnel. C'est pourquoi le président chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne ménage aucun effort pour aller chercher les moyens, capter les moyens et attirer les investisseurs. Et donc, attirer des investisseurs, j'y arrive, et nous y sommes vraiment, Monsieur Ayrton. En quoi donc un cadre urbain amélioré incite les investisseurs à fidéliser, par exemple, la main-d'œuvre permanente? Mais déjà, il faut comprendre que ces déguerpissements et ces démolitions-là visent à reconstruire des infrastructures plus modernes. On le voit, la cité Mérode, la cité administrative, on voit le rond-point d'Akaye, on voit le carrefour Camp de Gaulle. Ça, c'est ce qui ne concerne que Libreville. Or, à l'intérieur du pays, il y a aussi des villes comme Franceville, où il y a eu des boucheries. Il y a une boucherie moderne qui a été construite. Tu vois un peu? Et Antoum, récemment, pris un port qui vient d'être inauguré. Toutes ces infrastructures permettent aux investisseurs de voir Libreville, sinon le Gabon, comme une destination où il y a un environnement propice aux affaires. D'accord. Donc, il y va de l'image du Gabon à l'international. Tu vois? Si l'image du Gabon est l'image d'un pays où il ne fait pas bon vivre, où les villes ne sont pas tracées, où les quartiers sont insalubres, où le centre-ville est insalubre, je t'assure que les investisseurs auront du mal à venir investir. Et d'ailleurs, même à l'international, nous serons la risée. Il n'y a pas plus, il y a plus quelques années en arrière, on se plaignait, les Gabonais, moi je me plaignais particulièrement, que pourquoi nos autorités qui vont à l'extérieur du pays, voir ce qui se passe ailleurs, ne prennent pas la peine de reconstruire le pays, pas forcément comme l'extérieur du pays, comme d'autres pays, mais à peu près sur le même modèle, de moderniser nos infrastructures. Donc c'est simplement ce qui est fait. C'est simplement ce qui est fait, et donc aujourd'hui les constructions anarchiques sont désavouées ou encore désapprouvées par le gouvernement en place. Est-ce qu'il y aurait-il un plan de construction qui sera donné à la population pour... Bien sûr, depuis que ce dossier est sur la table de la rédaction de Focus Group Media, nous ne ménageons aucun effort pour présenter justement les infrastructures qui sont prévues. Nous avons fait des focus actus sur la cité administrative avec notre journaliste Inès. Nous avons fait des focus actus sur le camp de Gaulle. Nous avons présenté la maquette du futur palais de la démocratie. Nous avons parlé de la salle de conférence internationale Omar Bongo, qui sera construite justement au niveau de l'ancien jardin botanique. Il y a le carrefour Akaye qui est là. Donc ce sont des infrastructures palpables. Ce sont des infrastructures qui se matérialisent. Il y a la ville verte qui sera construite au niveau du Cap, donc la ville verte. Il y a Libreville 2 aussi, qui arrive, tu vois. Donc c'est autant de projets avec le pont Nomba. Il y a la réflexion du pont Nomba qui s'annonce. Donc moi j'y crois. Ce sont des infrastructures, des maquettes quand tu vois et quand tu sais la personnalité, l'amour du pays qui habite le chef de l'État, tu te rends compte finalement que voilà un chef d'État, un homme d'État, un patriote qui a pris sur lui, qui a endossé la cape du chef de chantier. Est-ce que finalement on ne se rapproche pas petit à petit d'un modèle précis de construction, par exemple de maison? Est-ce que dorénavant on pourra construire comme il veut? Franchement, moi je crois que l'objectif c'est ça. L'objectif c'est de pas forcément d'imposer aux Gabonais un modèle de maison, mais de dire aux Gabonais déjà, on ne construit pas n'importe où, n'importe comment. Déjà, la préoccupation, c'est ça. Ça veut dire que désormais, les terrains qui sont déclarés d'utilité publique n'allaient plus construire sur ces terrains. Je crois que ce qui se passe actuellement est historique parce que ça va faire office de leçon aux futures générations. Parce qu'on va leur dire qu'attention, quand il y a eu le décret, par exemple, d'utilité publique sur tel terrain-là, même si on vous dit, pardon, que ce terrain est laissé à 500 000, n'allez pas construire parce que l'État n'oublie jamais. L'État reviendra récupérer son dû.
donc sa propriété. Donc, c'est déjà une leçon pour nous les citoyens. Tu vois, ça nous pousse à être des citoyens responsables. Responsables surtout, oui. Voilà. Donc, ça nous pousse à être des citoyens responsables. On n'imposera pas certainement une non, c'est à construire, mais au moins on pourra définir les standards. Mais déjà, oui, il y a cette facilitation au titre foncier que le chef de l'État ne fait que donner aux Gabonais. 1000 titres fonciers, 500 titres fonciers. Tu vois que déjà, quand on vous donne la possibilité d'acquérir des terrains avec titre foncier, c'est déjà une avancée significative. Ça prouve effectivement que les autorités mesurent la dimension, la portée sociétale justement de l'acte qui est posé dans le décapisme et les démolitions, mais que des projets, des actions sont prises aussi pour faire en sorte que les Gabonais aient facilement accès aux terres. Donc le président, dans plusieurs de ses discours, dit qu'il aimerait faire du Gabon ce qu'il voit à Dubaï, ce qu'il voit en Chine, ce qu'il voit aux États-Unis. Et quand tu vois les maquettes. Oui, et quand on voit les maquettes, on se rend compte bien qu'il reste au focus, comme on disait hier avec M. Just Dengue, qu'il reste au focus sur sa volonté de faire le Gabon une nation digne d'envie. Moi, j'en suis sûr, parce que tu vois, nous pleurons aujourd'hui, mais demain, lorsque ces infrastructures vont sortir des terres, je t'assure, les Gabonais seront fiers. Les Gabonais seront fiers de voir, waouh, c'est Libreville qui est devenu comme ça. Waouh, c'est mon Gabon qui est devenu fait comme ça. Et à l'international, nous aussi, on va rivaliser maintenant. Très bien, on va rivaliser à l'international, donc nous passerons certainement des larmes de tristesse en larmes de joie. Merci, monsieur Ayrton Senna. Alors nous terminerons juste pour avoir votre avis comme ça. Quelle est donc votre vision précise? Par exemple, là, on parle de construction et de tout ça. Quelle est donc votre vision précise de planification urbaine pour la 5e République? Non, moi... Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Mais moi, ce que je souhaite voir, c'est simplement que ces maquettes que l'on nous présente sortent de terre. Simplement. C'est ce que les Gabonais veulent voir. Ce que les Gabonais veulent voir, c'est que vous nous avez cassé, il n'y a pas de problème. Mais si nous ne voyons pas ces maquettes-là sorties des terres, là, il y aura problème. L'anguille sous roche. Voilà. Donc, il faut absolument que le chef de l'État tienne parole par rapport à ce qu'il présente aux Gabonais. Et ces infrastructures-là figurent justement dans son projet de société bâtissant ensemble l'édifice nouveau. Très bien. Sur la base duquel il a été élu notamment. Donc, je crois que les Gabonais n'attendent que le maçon au pied du mur. Donc, le chef de chantier, lui, sait ce qu'il a fait. Très bien, donc le chef de chantier sait ce qu'il a à faire. Monsieur Ayrton Senna, permettez-nous, avant de transiter sur l'autre sujet, alors là, comme ça, de façon résumée, la caméra devant vous, pouvez-vous édifier ce Gabonais lambda qui vit à Chibinchos, qui vit en Nzenga-Yonfeng-Goudron ou à Missa? Pouvez-vous lui donner quelques précisions sur l'importance pour l'État gabonais de se doter d'une ville urbanisée, moderne et durable? Alors, la première chose, c'est, comme je disais tantôt, c'est savoir qu'il y a un impératif social et environnemental. Très bien. D'accord. Il y a aussi un levier de développement économique derrière, en attirant les investisseurs. Derrière, il y va aussi de l'image du Gabon à l'international. Très bien. D'accord. C'est vrai, c'est douloureux de voir des familles, d'accord, qui sont obligés de dormir parfois à la belle étoile. Mais grâce au chef de l'État, justement, il y a eu une commission qui a été mise en place, supervisée par le vice-président de la République, Séraphin Mundunga, afin que ceux qui se sentent lésés trouvent rapidement un logement ou encore une compensation financière. Très bien. Mais il faut que l'on sache, il faut que le Gabonais lambda sache que tout ce qui est fait, c'est pour redorer l'image du Gabon à l'international et redonner au Gabon ses lettres de noblesse qui, pendant plusieurs années, ces lettres de noblesse ont été un tout petit peu oubliées. Très bien, nous ne pouvions pas dire mieux que cela. Alors, monsieur Ayrton Senna, nous transitons rapidement, toujours dans les chantiers de construction, de développement durable et désenclavement de la ville. Alors, nous abordons la question du tronçon routier Alembe-Mikuyi, un projet donc essentiel pour le développement du Gabon. Avant le décryptage de cette actualité, regardons ensemble cet élément de reportage de nos confrères de Gabon Première. Long de 306 km, le projet de route 2x2 voies Alembe, Lopé, Carrefour Le Roi, Mikuyi va assurément apporter le développement dans ces localités avec une interconnexion routière des régions centrales, ainsi faciliter le trafic actuellement laborieux pour les routiers.
Traversant le parc national de la Lopé, la réalisation de cette route nécessite une étude d'impact. En termes de défis identifiés, je pense que le premier, c'est celui qui nous a réunis ce matin. C'est tenir compte en fait de la réserve de la Lopé, qui est couverte par une bonne partie du tronçon routier, avec tout ce qu'il y a comme contrainte environnementale, tout ce qu'il y a comme engagement pris par l'État gabonais vis-à-vis des autorités mondiales. Donc ça, il faut l'intégrer. Donc ça va faire qu'on a l'étude d'impact environnemental dont on a parlé, qu'on va lancer pour pouvoir identifier tous ces éléments-là qui vous permettront en fait de construire cette route-là. Projet inscrit parmi les priorités du septennat du président de la République, il est matérialisé ici à travers le ministère des Travaux publics et de la Construction, qui a d'ailleurs signé un accord de prêt en présence de Brice Clotaire Oligui Nguema avant la rencontre avec les autochtones. Cette route, très attendue, puisqu'elle passe par naturellement ce qu'on appelle la route économique, qui dessert 5 provinces. Et comme ça passe par le parc, notre réserve, notre parc national de la Lopé. Alors, après avoir visualisé cet élément, M. Ayrton Senna, après des années d'abandon quand même, ce tronçon routier, rappelons-le, révèle maintenant des conditions calamiteuses. Il y a des bourbiers, il y a des effondrements des ponts, il y a beaucoup de choses qui sont donc négatives autour de ce tronçon routier. Comment expliquer le retard, voilà j'y arrive, du lancement des travaux de cette voie assez stratégique? Déjà, il faut savoir que ce projet est vieux d'il y a un peu plus de 10 ans quand même. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu des financements déjà qui ont été décaissés pour ce projet qui va jusqu'à plus de 300 km de route. Exact. Donc, la question est de se poser, qu'ont fait les anciens ministres des Travaux publics de l'argent qui a été décaissé pour ce projet? Parce que c'est un projet, voiture qui passe par 4 provinces. Nous avons le Moyen-Ogoué, l'Ogoué-Lolo, l'Ogoué-Ivindo et le Haut-Ogoué. D'accord? 304 km, c'est une route qui finalement fait la jonction avec la route économique. C'est 4 provinces qui auraient dû être désenclavées depuis 10 ans. Là encore, il a fallu que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, endosse la cape justement de celui qui va faire en sorte que ce projet sorte de terre. Or, il y a 10 ans, ce projet aurait pu déjà être abouti. On aurait déjà pu savourer les fruits de ce projet-là. Mais là encore, depuis 10 ans, rien. Et quand on a suivi l'élément, le ministre des Travaux publics nous fait bien comprendre, et tout le monde le sait désormais, que les financements pour ce projet de bitumage de 2 fois 2 voies, les financements sont déjà prêts. D'accord. Donc, voilà une réalité encore. Voilà un fait. On va sortir d'une maquette, finalement, pour une réalité. Une réalité, effectivement. Et donc, c'est cette récente convention du 28 juin 2025, afin de pouvoir bitumer ce tronçon de 300 km, vous l'avez bien évidemment souligné. Et donc, c'est financé à hauteur de 140 milliards de francs CFA. Il faut dire quand même que c'est un gros investissement que l'État gabonais décide donc de mettre en place. Mais l'objectif, les enclavements, relier les différentes provinces. Bien sûr. Il y a l'ambassadeur, j'ai lu sur la page de l'ambassadeur de Chine, Zhu Ping, son excellence, qui a dit pour se développer, il faut construire des routes. Très bien. Pour se développer, il faut construire des routes. Il n'a pas dit qu'il faut construire des écoles. Il n'a pas dit qu'il faut construire des ministères. Il dit pour se développer, il faut construire des routes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement passe par la route. Exactement. Le développement d'un pays passe par la route. Pour que l'intérieur du pays soit connecté, par exemple à Libreville, il faut la route. Pour que les aliments de l'intérieur du pays arrivent sur Libreville, pour les écouler, il faut la route. D'accord? Et la route est justement l'un des premiers facteurs de développement d'un pays. Très bien. Or, actuellement, sur plus de 10 000 km de route, nous n'avons que à peu près 2000 km de route bitumée hors voirie.
Ça veut dire que lorsqu'on laisse Ouais, les voiries de merci. nos villes, il y a à peu près 2000 km de routes seulement qui sont bitumées. Ce qui n'est pas normal pour un pays pétrolier, deuxième producteur de manganèse, Ouais. quand même. Donc c'est 300 Cinquième km réserve et mondiale. réserve mondiale. D'accord, merci. Donc tu vois que c'est un projet, l'un des premiers d'ailleurs même, à faire l'objet d'une attribution de marché à une seule entreprise, l'entreprise ivoirienne Porteo, BTP. C'est une seule entreprise qui va être chargée de l'aménagement et du bitumage de ce tronçon. C'est la première fois au Gabon qu'une seule entreprise se voit attribuer un projet d'une telle portée. Normalement, 2 fois, ou bien récemment, c'était... Trois sociétés. Voilà, Ouais. 2-3 sociétés à qui on attribuait. Mais là, le chef de l'État, une fois de plus, a décidé de responsabiliser une entreprise et de dire, moi j'attends des résultats. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour le chef de l'État d'avoir un meilleur suivi? Mais bien sûr, Oui. tu sais, plus il y a des intervenants, plus il y a des entreprises qui interviennent, plus il y a souvent de la lourdeur. On voit ça avec la route nationale 1, voilà, Ntoum et tout, Libreville, qui devait être jusqu'à Bifoun et tout. Tellement il y a des entreprises qui interviennent, l'une accuse l'autre, tu vois un peu, parce qu'il y a des prestataires et tout. Or là, on attribue ce tronçon à une entreprise qui a déjà fait ses preuves au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, tu vois un peu. Donc, c'est ce projet aboutisse, moins les financements sont prêts, voilà. Mais le seul petit blocus, peut-être, on salue au passage le ministre des Travaux publics qui a pris l'initiative d'aller rencontrer les autochtones, par exemple, qui sont situés sur l'axe de la Lopé. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet passera par la Lopé, qui est une réserve de l'UNESCO. D'où justement les consultations sont faites avec les experts pour limiter que la réserve, que ce projet ait un impact sur le parc de la Lopé. De la Lopé. Nous y sommes, monsieur Sénat. Alors, comment donc envisager là? Parce que vous avez souligné cela au début de vos propos, que ce tronçon routier de 300 km traverse à peu près 3 provinces différentes, 4 provinces même. Et donc, comment envisager la protection de la Lopé, qui est un signe de l'UNESCO, comme on vient de rappeler ici, et le développement économique? Comment joindre cela? Comment arrimer protection de l'environnement et développement économique? Mais ce qu'il faut faire, c'est que déjà la préservation de l'environnement est un pan du développement économique. D'accord? La route va permettre maintenant aux touristes de rallier plus facilement le parc de la Lopé. Très bien. D'accord? Mais entre-temps, les experts de l'UNESCO, les experts du ministère de l'Environnement vont travailler de connivence avec la société. Ça veut dire qu'il y aura des agents QHSE, donc qualité, hygiène, environnementale. D'accord? Ces derniers vont justement faire des études d'impact. Très bien. Pour dire que, bon, écoutez, pour éviter plus de pollution à ce niveau, on vous propose de travailler, par exemple, en journée ou en soirée, d'accord. à midi, tu vois un peu, d'utiliser tel matériel. D'accord? Donc, l'objectif n'est pas, derrière, il n'y a pas une volonté de bloquer le projet. Au contraire, il y a une volonté plutôt, ces consultations sont faites afin que l'on trouve le juste milieu pour faire en sorte que la réserve du parc de la Lopé ne subisse pas des effets trop négatifs par rapport à l'ambition du projet. Ce qui est dit, merci monsieur Sénat. Alors, quels sont les mécanismes de suivi, par exemple, qui pourront garantir la mise en place et assurer la pérennité de ce tronçon-là, sachant que les délais aussi donnés par cette entreprise, c'est 3 ou 4 ans. Maxi. Voilà, 4 ans au plus tard. Voilà, 4 ans au plus. Donc, comment assurer, en fait, le mécanisme de suivi et la mise en place de la pérennité de ce tronçon-là? Mais déjà, tu as tout dit. Il y aura un suivi. Il y a une commission qui est mise en place avec la société, le ministère des Travaux publics et au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, notamment avec le chef des départements des Travaux publics, M. Simplice Bungores, qui était justement de la mission à la Lopé. D'accord? Donc, ce comité va être en charge de suivre, d'évaluer
et de comprendre comment, de voir, de constater l'avancement du projet. Super. D'accord. Merci, Monsieur Ayrton Senna. C'est moi Alors, qui te remercie. terminons avec cette question-là. Quel impact socio-économique immédiat ou à long terme nous pouvons enregistrer suite à la réalisation de ce projet? Oh, mais il y a beaucoup. L'impact va être... je t'assure que l'impact va bouleverser une fois de plus l'économie gabonaise. Parce que tu vois, les agriculteurs pourront désormais faire descendre sur Libreville, sur la capitale, leurs produits alimentaires. Ouais. D'accord? Le transport du manganèse pourrait se faire désormais par voie terrestre. Ça veut dire que notre voie ferroviaire pourra quand même respirer. D'accord? On ne pourra plus subir Voilà. entre Il y a aussi, marchandises et voilà, il y a aussi le transport des personnes et des biens. Ouais. Désormais, quelqu'un pourra se lever pour dire, écoutez, moi je prends la route économique pour me rendre par exemple à Lastoville, pour me rendre par exemple à Franceville, sans pour autant craindre l'état de la route. D'accord? La route donc est le premier ou encore l'un des facteurs les plus importants du développement d'un pays, nous a rappelé Monsieur Ayrton Senna. On voit bien que le chef de l'État décide vraiment de relier les différentes provinces afin de faciliter autant pour moi la circulation des biens, des services et des personnes quand même. Oh oui, le chef de l'État, ça fait partie de ses priorités, mais aussi l'accès à l'eau. Tu sais, nos amis du village nous ont envoyé le message où, juste après notre émission du vendredi, le samedi, ils ont eu l'eau potable. Waouh! Juste après notre émission du vendredi, le samedi, ils ont eu l'eau potable. Ça veut dire que, voilà, nous avons dénoncé, nous avons attiré l'attention des plus hautes autorités et les plus hautes autorités ont répondu favorablement. Donc, ils nous envoient nos félicitations, leurs remerciements et tout. Surtout à toi qui as brillamment présenté la situation. Mais voilà, tout ça fait partie justement des préoccupations prises en charge par le chef de l'État. Le chef de l'État ne se limite pas aux routes. Il va chercher l'énergie, l'électricité. Il va chercher l'eau potable. Il va chercher la réduction des billets d'avion. Il va chercher le transport. Comment lui faire en fait? Moi, je n'aimerais pas être à sa place parce que j'imagine le tas de dossiers que le chef de l'État doit traiter, mais aussi de son ressort. Je crois que en se présentant comme candidat à l'élection présidentielle, il savait ce qu'il attendait. Et donc, en homme d'État, il doit prendre ses responsabilités. Et c'est ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef du gouvernement, président de la République et chef suprême des armées, s'évertue de faire, d'endosser son rôle de père de la nation et de bâtisseur en chef. Merci, M. Ayrton Senna. C'est moi qui te remercie. Le temps passe tellement vite, tellement vous nous apportez des éclaircissements et vous êtes assez concis. Dans le décryptage, on a envie de creuser davantage. Mais hélas, nous n'avons plus suffisamment de temps. Nous basculons donc à la deuxième partie de notre émission sur le focus invité, mais nous marquons cette transition avec la minute des grandes assises de la jeunesse gabonaise 2025. Regardons ensemble ce spot publicitaire. Sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Wabuna, la Synergie nationale des jeunes cadres et l'Appel des Neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon.
Deuxième partie de notre émission, c'est le Focus invité. Et aujourd'hui, nous recevons le maître Abdoul Kader qui viendra débattre avec nous de la thématique suivante, la communication comme dynamique... qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. L'accueil des usagers dans les hôpitaux publics comme dynamique de communication. J'y arrive et donc nous recevons, je disais, Monsieur Abdoul Kader. Permettez-nous en quelques mots de pouvoir faire une brève biographie de vous. Mais avant, Monsieur Abdoul Kader, bonjour. Bonjour Monsieur Milindou. Et bienvenue sur les plateaux de Focus on Air. C'est un plaisir pour moi de partager cet espace de communication avec vous. Le plaisir est partagé, nous le disions. Permettez-nous rapidement de faire une brève biographie de vous. Monsieur Abdoul Kader, né en janvier 1993, natif du Haut-Ogooué, précisément de Mwanda. Vous faites vos études primaires entre Mwanda et Libreville. Vous obtenez votre baccalauréat au lycée parapublic Vincent de Paul Nyanda, un baccalauréat de série A1, et vous faites vos études supérieures à l'université Omar Bongo où vous êtes détenteur d'une licence fondamentale et d'un master en sciences de l'information et de la communication, ce qui vous gratifie le grade de maître en sciences de l'information et de la communication et spécialiste des questions de la communication hospitalière. À côté de cela, le monsieur Abdoul Kader est reconnu au sein de l'université Omar Bongo Ondimba comme étant le précurseur, c'est un nom qui lui a été donné par ses compères de l'université, le précurseur, mais aussi il est identifié par ses qualités footballistiques, amoureux du football aussi. Il fut donc meilleur buteur de l'équipe du département des sciences de l'information et de la communication. Après avoir brillé en tant que joueur, décide donc de pouvoir mener les troupes de cette équipe et de pouvoir la hisser au haut des championnats et des tournois de l'université Omar Bongo où il emmagasine aujourd'hui 4 trophées, notamment champion de la coupe de l'université Omar Bongo, champion de la coupe de la mutuelle de l'université Omar Bongo, champion du tournoi ou encore du championnat interdépartement de l'université Omar Bongo. Vous êtes aussi, monsieur Abdoul Kader, comme étant l'initiateur, vous êtes identifié comme étant l'initiateur du concept « Le pays est faux depuis ». Alors, en quelques mots, voici ce que nous pouvons dire de vous. Cette présentation, elle vous sied, monsieur? Oui, tout à fait, mais j'avoue quand même que vous avez fouillé les poubelles. Hein. Nous avons fouillé les poubelles, c'est notre rôle en tant qu'homme des médias de pouvoir donner beaucoup d'informations à nos téléspectateurs, auditeurs, mais aussi à ceux qui nous suivent ci et là. Alors, Maître Abdoul, nous sommes là pour parler de l'accueil des usagers dans les structures hospitalières de Libreville et la communication est identifiée comme étant une dynamique. Alors, merci déjà d'avoir répondu à cette invitation. Alors, aujourd'hui, le constat, à quel point l'accueil actuel est souvent jugé, parce qu'elle est souvent jugée d'insatisfait, et donc selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Alors je tenais à préciser un petit quiproquo qui est sur l'affiche, c'est-à-dire que vous m'avez ici présenté comme un spécialiste des questions de communication hospitalière. Non, parce que là, ça généralise complètement la communication des organisations. J'ai fait un master sur le parcours recherche, plus précisément l'accueil des usagers dans les structures hospitalières, donc cas du centre hospitalier universitaire de Libreville. Donc c'est l'accueil et non la communication hospitalière de manière générale. Très bien. Alors donc il s'agit ici de l'accueil, mais vous étudiez la communication comme étant une dynamique participative à ce processus d'accueil. Merci beaucoup pour cette précision. Alors nous reprenons donc notre question. À quel point l'accueil actuel, souvent jugé d'insatisfait, selon l'enquête de décembre 2024 aussi, de nos recherches, affecte-t-il la perception des soins des usagers dans ces structures? Alors il faut signifier ici... Vous demandez à quel point se situe l'accueil, il faut savoir que c'est 70% d'insatisfaction. D'accord. C'est 70% d'insatisfaction sur la population qui fréquente
quotidiennement le centre hospitalier universitaire de Libreville. Et c'est une enquête qui s'est achevée en décembre 2024, mais il faut avouer qu'elle a démarré depuis le mois de mai 2021. Très bien. Parce qu'il fallait ici confronter les données, la perception des uns et des autres et la situation dans laquelle ils ont été interrogés pour enfin faire un tri, pour mieux comprendre pourquoi l'accueil est-elle alarmante au sein du centre hospitalier universitaire de Libreville. Mais tenez-vous bien, le centre hospitalier universitaire de Libreville est quand même la vitrine en matière de santé publique dans notre pays. Très bien. Donc, si la vitrine est déjà dans un dysfonctionnement organisationnel, on peut ici se dire que d'autres structures souffrent des mêmes problèmes. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer donc cet insatisfait-là au niveau des structures hospitalières publiques? Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce dysfonctionnement qui entraîne directement l'insatisfaction des usagers. Et d'entrée de jeu, on pourra dire ici qu'il y a un problème de personnes. C'est réellement un problème de personnes. Parce que lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous êtes en interaction avec un interlocuteur qui est déjà en blouse, qui pour vous a pour rôle de vous mettre en confiance. Si le premier contact n'est pas déjà fluide, cela peut endommager le processus de soins tout au long du parcours de rétablissement. De guérison, voilà. Non, avant même d'arriver à la guérison, déjà le contact, avant même de vous sentir à l'aise au sein de la structure. Très bien, avant même de se sentir à l'aise, et vous le signifiez tout à l'heure, lorsque j'arrive au sein d'un hôpital, je suis accueilli par une personne, et donc là, on fait face maintenant à une communication, parce que vous parlez aussi des interactions tout à l'heure. Donc, comment la communication entre le personnel hospitalier et les usagers influence-t-elle la confiance de la satisfaction des patients, par exemple? Mais c'est naturellement ce que je venais de vous dire. Comment la communication peut-elle influencer les comportements ou encore la perception des individus, des usagers qui viennent ici, qui sont en quête de guérison? À partir du moment où vous êtes mal reçu, vous avez déjà, vous érigez une barrière entre vous et le personnel soignant. Parce que lorsque vous arrivez, il faut souligner également ce dysfonctionnement que nous avons pu observer au centre hospitalier universitaire et qui d'ailleurs est toujours de mise, c'est qu'il existe un réel problème d'organisation. Très bien. D'organisation parce que parfois vous êtes reçu à l'hôpital par un brancardier. Et un brancardier, lorsqu'il est à l'hôpital, il est dans une blouse. Vous savez, ceux qui ne sont pas du domaine, une fois qu'un individu aborde une blouse, c'est-à-dire qu'il est médecin. Oui. Et à partir de ce moment, c'est des personnes qui ont intégré la notion de médecin, qui se font passer pour des médecins et qui parfois désorientent même les usagers qui viennent ici pour trouver au moins une solution par rapport à leur pathologie. Alors, donc, nous observons aussi qu'au sein de notre pays, comme partout ailleurs, il y a des structures hospitalières publiques et il y a aussi des structures hospitalières privées. Par exemple, vous qui avez mené cette étude, vous avez mené des immersions comparatives quand même entre les structures dites publiques et vous avez pu observer la communication, encore l'accueil de ces personnes dans les structures privées. Qu'est-ce qui expliquerait donc cette diversification structurelle entre ces deux structures-là, publiques, privées? Je ne parlerai pas de diversification, mais par contre de déphasage. Pourtant, pour un même objectif, pour un même métier, et pour des comportements différents. Au passage, sans faire de la publicité, une clinique qui se trouve au boulevard Jean-Paul II, dont j'ai toujours pris pour illustration en matière d'accueil. Ils ont un très bon accueil. Et je me dis, et par rapport aux données que nous avons eues tout au long de l'enquête, il faut rappeler également les conditions de travail dans lesquelles évolue ce personnel soignant. Vous savez, on peut avoir du matériel, on peut avoir des infrastructures, mais si les conditions ne sont pas réunies, je vous assure que le personnel ne peut pas se donner à 100%. Mais cela peut être relativisé. On ne dit pas que c'est la cause principale par rapport au traitement, mais je dis également en tant que médecin ou encore en tant qu'infirmier ou infirmière, brancardier, appartenant au domaine de la santé, nous devons quand même d'avoir un comportement, une attitude d'empathie vis-à-vis de nos interlocuteurs qui sont nos concitoyens. D'accord, une attitude d'empathie, nous dit Monsieur Abdoul Kader, que devraient développer les personnes qui reçoivent les usagers dans les structures hospitalières qui sont déjà touchées, affaiblies psychologiquement et mentalement. Donc je crois qu'ils ont besoin
de soutien. Alors, donc, quelles sont donc les initiatives, par exemple? Vous pensez que l'État prévoit des initiatives concrètes pour améliorer ce système-là, par exemple? Oui, il y a déjà eu des avancées significatives. D'ailleurs, récemment en 2023, sous le règne du docteur Pellegrin, qui avait instauré un numéro vert pour dénoncer les comportements du personnel soignant vis-à-vis des usagers. Mais malgré cette mesure-là, les comportements persistent. D'accord. Les comportements persistent et je pense que le ministère de la Santé, d'accord, bras séculier de l'État, pourrait mettre en place des formations et des inspections quotidiennes, sinon annuelles, pour essayer de voir comment fonctionne ce système de santé, surtout celui du centre hospitalier universitaire de Libreville. Je vous assure que vous pouvez faire une immersion, allez-y y passer une journée, vous verrez comment le personnel soignant se comporte avec les individus. Et surtout pendant la prise de service le matin et encore pire à la prise de service pendant la garde. C'est vraiment alarmant. C'est vraiment alarmant, Constant, alarmant. Nous espérons que au moins votre voix sera entendue par les plus hautes autorités et pourront favoriser le changement de ces comportements et de ces habitudes qui sont qualifiées de déplacées. Alors, Monsieur Abdoul-Kader, comment évaluerez-vous l'impact de, par exemple, ces réformes-là sur le numéro vert? Il existe toujours? Oui, le numéro vert existe toujours, mais je pense qu'il n'est pas assez suivi. Il n'est pas assez suivi parce que lorsque vous mettez en place un numéro vert, ce que vous avez fait une projection, il va falloir évaluer. De 2023 à 2025 aujourd'hui, grâce au numéro vert, combien de médecins ou d'infirmiers ont été mis à la porte pour mauvais comportement vis-à-vis des usagers. Très bien. D'accord? C'est un numéro qui est là, vous appelez, vous laissez, c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro où vous pouvez laisser des messages, mais vous n'avez pas forcément de retour. Parce que avant de critiquer, il faut faire de l'expérimentation. C'est après expérimentation que je me rends compte que ce numéro existe bel et bien. Mais certainement, les personnes qui sont à la charge de ce numéro ne maîtrisent réellement pas quel était l'objectif de la mise en place de ce numéro. D'accord. Donc, comment donc évaluer, par exemple, cet indicateur-là qui va permettre de juger l'insatisfaction ou encore la satisfaction des personnes, des délais des personnes usagers qui sont reçues au sein de ces structures ou encore des délais d'attente ou encore les plaintes que les usagers se font. Donc, quel est le mécanisme de suivi? Vous venez de dire là, d'accord, que ce n'est pas suivi, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Non, avant d'aller sur les mécanismes de suivi, il faut également rappeler que l'une des principales raisons qui entraînent souvent des tensions, ce sont les délais d'attente. D'accord. Et en parlant des délais d'attente, il va falloir mettre en place une plateforme numérique, un chatbot qui permet, par exemple, à un usager, à un individu voulant se rendre au centre hospitalier universitaire, de savoir est-ce qu'à telle heure je peux avoir tel médecin. Très bien. N'est-ce pas? Est-ce que si je veux voir tel médecin, j'occupe quel rang et je peux être reçu approximativement à quelle heure? Parce que vous pouvez aller voir un médecin, vous avez rendez-vous à 11 heures, mais le patient qui vous précède a une pathologie beaucoup plus perplexe, qui demande beaucoup de temps. Et là, il va falloir que la communication intervienne. Il va falloir que les usagers, c'est-à-dire les infirmiers ou encore le personnel soignant ou le système informatique ou encore les autres de la communication puissent édifier les patients en attente. Très bien. Parce qu'ils se sentent délaissés par moment, ils n'ont personne à qui s'adresser. Et même lorsqu'on vous appelle pour vous recevoir, c'est avec un certain mépris. Et là, on se pose la question de savoir est-ce que réellement le serment d'Hippocrate qui a été le serment d'Hippocrate où ils ont prêté serment, ils savaient réellement ce qu'ils faisaient. D'accord? C'est comme je disais, pour améliorer cela, il va falloir créer des plateformes numériques, mettre en place un chatbot, mettre en place également un processus d'enregistrement et de délai d'attente en ligne pour permettre aux usagers de pouvoir savoir dans combien de temps ils seront reçus, mais pendant combien de temps ils pourront également arriver à l'hôpital et savoir si le médecin est là ou il est encore ailleurs. D'accord, donc là, vous nous faites mention des prémices quand même en matière de communication pour essayer de redynamiser le système d'accueil, de réception des usagers au sein des structures hospitalières. Il faut dire aussi que le personnel hospitalier gabonais est qualifié ou encore dérivé de manque de professionnalisme, il faut le dire. Et donc, comment
là, si vous devez ajouter à ce que vous venez de dire, comment revaloriser donc ce visage-là par le principe de la communication et de la formation? Alors, c'est tout simplement, j'ai également fait une immersion au niveau de l'US, où sont formés naturellement les médecins et quelques infirmiers. Il manque réellement un module lié à la communication, c'est-à-dire à l'accueil, la communication en milieu hospitalier. Et il y a un merveilleux ouvrage de Yilmaz qui parle de la communication en milieu hospitalier. Tout est détaillé à l'intérieur. Je pense qu'on doit intégrer le pan communication pour la santé dans la formation de nos futurs médecins, infirmiers et autres, parce que cela pourrait favoriser la cohésion, l'interaction entre le personnel soignant et les usagers. Et les usagers. Merci, monsieur. Donc, nous nous acheminons petit à petit de cet entretien. Quelle est donc la place des associations, des patients et la place du dialogue dans l'amélioration de ce système-là? Il faut savoir que plusieurs associations existent, mais ne sont pas considérées. Parce qu'elles sont caricaturées d'opposition à ce qui se fait à l'hôpital. Or, en réalité, elles devraient être considérées comme un vivrier en matière de production d'idées pour améliorer les conditions de vie ou les conditions de vie des populations au sein de l'hôpital. Parce que quand on vient à l'hôpital, on ne vient pas forcément pour rester. Très bien. Mais lorsqu'on découvre que la pathologie nécessite à ce qu'on vous garde, le médecin est obligé de vous interner, vous allez passer un séjour. Et quand vous passez un séjour, c'est une partie de votre temps que vous passez à l'hôpital. Mais dans quelles conditions? Avec quelle interaction? Quel infirmier? Quel médecin? Pour quel comportement? Merci pour ces éléments-là. Donc, à terme, comment transformer donc l'accueil hospitalier en véritable acte de communication? Et quelle est votre vision, par exemple? Vision déjà à court terme, c'est de mettre en place un réel service d'accueil. D'accord. Parce que quand vous arrivez au centre hospitalier universitaire de Libreville, à l'accueil, vous trouvez parfois des infirmières, vous trouvez des brancardiers, mais pire, vous trouvez des vigiles. D'accord. C'est le vigile qui vous explique un certain nombre de choses, mais vous êtes sceptique. Vous voulez voir un médecin, il est sur son téléphone. Donc, il faut mettre en place un réel service d'accueil qui va, en quelque sorte, dynamiser la communication et permettre aux individus qu'une fois arrivés, ils ne vont certainement pas directement s'adresser à l'infirmier ou à l'infirmière au brancardier, mais il y a un service d'accueil qui pourra échanger avec eux. Déjà pour garantir et stabiliser la relation de confiance. Parce que lorsque vous arrivez quelque part, si l'échange est déjà favorable, vous allez savoir que la continuité pourra être très pérenne. C'est là où on parle en psychologie sociale de l'effet de l'eau. D'accord. D'accord. C'est dire que lorsque vous arrivez dans une situation en tant qu'individu et que vous avez un mauvais retour, c'est que vous avez le mauvais retour de tous les systèmes qui gravitent autour de cette institution-là. Donc, merci, monsieur Abdoul Kader. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Et donc, si vous devez donner quelques mots au personnel hospitalier, au personnel soignant des hôpitaux publics ou encore privés de la capitale ou du Gabon, quel serait donc votre conseil? La caméra est juste en face de vous. Alors, cher personnel soignant, rappelez-vous que vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Et c'est de dire que lorsque nous dénonçons les faits qui sont au niveau du centre hospitalier universitaire ou encore partout ailleurs au Gabon, ce n'est pas parce que nous sommes contre vous, c'est parce que nous souhaitons que le système de santé gabonais soit un modèle dans la sous-région avant d'être valorisé à l'international. Donc, vous avez le devoir, mais également avec nous, de pouvoir fédérer pour améliorer les conditions d'accueil et des soins des individus qui se trouvent sur le territoire national. C'est donc sur cette note de conseil du maître Abdoul Kader, maître en sciences de l'information et de la communication et spécialiste des questions de l'accueil des usagers dans les structures hospitalières. Nous vous remercions, maître Abdoul Kader, d'être passé sur notre plateau et de pouvoir nous faire le plaisir d'avoir plus ample information sur les stratégies, comment est-ce qu'on peut accueillir un patient dans les structures hospitalières. Autre chose, c'est que c'est votre maison.
c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Vous avez une thématique que vous voulez aborder. Revenez quand vous voulez. Alors, nous marquons cette transition avec, encore une fois de plus, la minute des grandes assises de la jeunesse gabonaise 2025 en regardant ensemble ce spot publicitaire et nous revenons pour le Focus People. Sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Cloutaire Oligui Nguema, Wabuna, la Synergie nationale des jeunes cadres et l'Appel des Neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Les grandes assises de la jeunesse 2025, ça a commencé. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site www.gage2025.com et pouvoir introduire une commission de réflexion pour faire valoir vos idées afin de produire un document qui sera remis sur la table des décideurs. Nous sommes à la 3e partie de notre émission, le Focus People, avec les bons plans et ce qui fait le buzz. Aujourd'hui, elle est toujours cette rubrique animée par mademoiselle Inès Igwe. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Teddy. Bienvenue. Merci. Toujours élégante. Merci. Good. Donc, nous allons avec vous pour les bons plans et ce qui fait le buzz. Donc, nous vous écoutons. D'accord. Donc, ce lundi, on a eu le retour d'une star, je vais dire ça. Je ne sais pas si c'est une star ou pas. Mais là, il n'était pas d'habillé, il n'était pas en blanc, non. Il était en tenue de prisonnier, malheureusement. D'accord. Donc, c'est le Balthazar. Le Baltoto de la Guinée équatoriale. Oui. Donc, ce lundi, il a comparu devant le tribunal de Malabo avec certains de ses collaborateurs pour les détournements de fonds. D'accord. Donc, on pensait qu'il était là-bas pour ces sextapes qui étaient devenus virales, mais non, c'était juste à cause des détournements et autres. Détournement des fonds publics. Des fonds publics. Donc, le parquet de Malabo requiert jusqu'à 15 ans de prison. Wow. Oui, c'est quand même énorme pour celui qu'on appelle affectueusement Tio Bello en Guinée équatoriale. D'accord. Et 15 donc, ans, il va se prendre 15 ans. C'est 15 ans quand même, c'est quand même énorme. Sans amende? Bon, de ce qu'on a pu lire, non, sans amende. D'accord, super. Donc 15 ans de prison. Super. Et donc nous allons rester dans la rubrique de tribunal parce que, très chers internautes, est-ce que vous savez que le Congo-Ça est désormais passible d'emprisonnement? Ouais. C'est fini, bon? Oui, c'est terminé. Donc fini le Congo-Ça, Fini entre le nous, coquins et coquines Congo-Ça. à la maison. C'est plus le terminé. Congo-Ça. Ce qu'on fait dans les quartiers, dans les bars, dans les salons de coiffure, si cela atteint personnellement à une personne, elle est capable de vous porter plainte. Waouh. 1 an de prison ou encore 1 million de francs CFA d'amende à payer. Wow. 1 million de francs CFA d'amende à payer s'il ne voulait pas aller en prison. C'est exactement ça. C'est chaud, donc on ne pourra plus congosser là. Même pour le buzz ici, on se demande si on va encore, mais que tout le monde fasse attention parce que là, que ce soit de manière écrite, même on m'a dit, tout le monde, vous y passez. Ça devient, la loi est dure, mais la loi reste la loi. La loi reste la loi. Donc, ce n'est pas nous qui disons, c'est le Code pénal, articles 283 et 284. Donc, on invite tout le monde à les lire pour savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Très bien, nous sommes tous avertis, évitons le Congo-Ça. Évitons.
Merci. Et donc, nous restons toujours avec vous sur la rubrique. Nous sommes maintenant avec... D'accord. Le bon plan. Cette semaine, croyez-moi, il y a de bons plans, mais aujourd'hui, spécialement, on parlera d'un seul. D'accord. Donc, c'est le bar lounge Keldra, voilà, situé dans la commune d'Akanda, juste avant le stade, c'est juste au carrefour Eliconia. D'accord. Qui va nous éblouir avec un concept sous les étoiles. Donc la magie du cinéma en plein air, au bord de la piscine, petite lumière tamisée et tout. Comme vous voyez chez les Blancs là, ils vont faire ça ici dans Akanda. Donc du genre plein air, on est frappé par le vent, par la nature. Exactement. Et emporté par une production par exemple de Melchior Bihan. Oh là là, il vous réserve que du lourd. Donc c'est à partir de demain. D'accord. 18h30, droit d'entrée 2500 francs. Wow. Enfants, adultes, boissons comprises et restauration également. Wow. 2500 francs en entrée? Oui, 2500, droit d'entrée pour tout le monde. 2500 Boisson. Au bord de la piscine, ciel étoilé, c'est quelque chose de ouf. Donc on invite tout le monde. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur page Facebook et je pense que la régie a une vidéo qu'ils vont nous proposer. D'accord, regardons. Un cadre féerique, un décor à couper le souffle, un écran large, haute définition. Le restaurant bar lounge Keldra vous accueille pendant tout le mois de juillet pour des soirées cinéma. En ouverture le mercredi 2 juillet, Matrice de Fernand Lépoco. Béniront d'une seconde mère, d'une mère partie tôt. Je t'appelle au sujet de notre client qui de nouveau a besoin de ce que tu sais. Les fœtus? Les poupées, docteur Edou. Dieu tout-puissant. Comment est-ce possible? Mais votre nom est à la une du journal La Torche Indigène. Je te vendrai l'âme de ma femme. Suppôt de Satan! Tu oses braver Nganga Bobi? Elle ne porte pas un bébé ordinaire. Ça dans sa Fiona. Voilà, donc vous avez tous vu la vidéo. Le Keldra Bar Lounge nous réserve des moments inoubliables. Comptez sur moi, j'y serai. Alors, donc, nous sommes tous invités pour des moments de détente et puis de relaxation aussi, pour essayer de décompresser, relâcher un peu sur la vie, à y aller à cet endroit proposé aujourd'hui par mademoiselle Inès Igwe. Nous vous remercions pour ce beau plan, mais aussi pour ce qui fait le buzz en matière d'instruction sur « Il faut arrêter le Congo-ça ». Alors, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin notre émission du jour, mais avant de nous séparer, regardons ensemble le mot du jour. Le mot du jour, c'est bénédiction. Bénédiction. Alors, le terme bénédiction est un terme qui est dérivé du mot latin benedicere, qui signifie le bondir. Le bondir divin et donc la capacité aussi surnaturelle d'avancer, de progresser, de réussir et de ne pas faire du surplace. En ce mois de juillet, nous vous envoyons plein de bénédictions et que votre mois de juillet soit un mois de progrès, de succès, de réussite, de bonheur et d'opportunités. Mesdames, messieurs, nous nous revoyons demain à 13h, s'il plaît à Dieu. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous favorise aussi.